Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous du Top Presse sur Top Congo FM. La CGT, sigle de l'Agence congolaise des grands travaux, est la structure de conception et de supervision des projets d'infrastructure en République démocratique du Congo. On cite notamment les grandes concessions telles que Matadi-Kinshasa ou Lubumbashi-Kolwezi. On parle aussi de l'avenue du tourisme, de Lutendele et du boulevard de 30 juin dans la capitale de Kinshasa. Et ce ne sont là que certaines des réalisations de la CGT. Au total, c'est 37 projets d'infrastructure pour un total de 747 millions de dollars sur financement du programme sino-congolais. Des infrastructures qui ont modernisé la RDC, mais dont certaines, après seulement 5 ans, pour parler particulièrement des routes, sont dans un état déjà de délabrement. Pour parler de ces ouvrages, le Top Presse reçoit ce jour Médard Ilunga. Il est le directeur général de la CGT. Monsieur Ilunga, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, monsieur Ilunga, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Rachel Kitsita de Numérica TV ainsi qu'Eric Ambago de Top Congo FM. Du coût, de la qualité et des délais d'exécution des travaux, il sera surtout question dans cette émission, qui sait même de l'opportunité de moderniser. Monsieur Ilunga, tout le monde sait que pour combattre le sous-développement, il faut développer les infrastructures. Est-ce que pour la RDC, selon vous, on a un bon modèle de reconstruction, pour ne pas dire de développement de ces infrastructures? Merci. De manière générale, nous devons tous noter que les infrastructures constituent un des véritables piliers du développement d'un pays, à côté de l'industrialisation, à côté aussi, n'est-ce pas, de l'éducation. Alors moi, je crois que pour la RDC, les infrastructures constituent aujourd'hui, vous le savez, nous sommes un pays qui a cessé pendant longtemps d'investir dans les infrastructures. Nous sentons le coût, nous sentons le poids, nous sentons le fait qu'il y a un véritable déficit. Aujourd'hui, dans les secteurs de ports, dans les secteurs des aéroports, des routes, j'en passe, de bâtiments, nous sentons tous aujourd'hui qu'il s'est développé, la population s'est multipliée rapidement. À l'indépendance en 60, nous étions 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 70 millions. Et regardez ce que sont restées les infrastructures. Les Belges ont colonisé ce pays et vous savez que nous avons 152 000 km de routes, tout simplement 2800 km de routes revêtues. À l'indépendance, nous avons eu 2000 km de routes revêtues. Et donc, aujourd'hui, la population s'est développée considérablement, on s'est considérablement multiplié. Quand on fait des comparaisons avec d'autres pays, on se rend compte que chez nous, la population s'est sensiblement multipliée, alors que la production de la richesse a sensiblement diminué par habitant. Et donc, il y a réellement une difficulté aujourd'hui. Il faut investir considérablement dans les infrastructures. Mais justement, la question, c'est de l'opportunité de ces investissements dans les infrastructures. Investir où ? Et investir pourquoi ? Investir là où il y a concentration de population, investir où ? Parce que vous avez parlé du modèle économique de l'époque coloniale, investir là où il y a production pour ramener cette production vers les centres de consommation. Exactement, il faut investir où ? Prenons un exemple simple, nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Aujourd'hui, autour de 10 millions d'habitants, sans un système de transport structuré. Les problèmes, nous les sentons au quotidien. Nous sentons qu'il y a de plus en plus un déficit réel. On accuse le déficit en route tertiaire, en route secondaire, en logement. Et naturellement, aujourd'hui, vous réalisez qu'il faut moderniser. Donc, les différents projets que nous avions réalisés à CGT, à Kinshasa par exemple, ont naturellement consisté à moderniser la ville pour plus de visibilité, à améliorer le confort, donc c'est pour le bien-être des Congolais, de la capitale, et à améliorer la sécurité des usagers. Imaginez qu'aujourd'hui, on n'ait pas pu construire le boulevard du 30 juin. Faites un petit recul d'image, vous allez réaliser que ça serait une véritable catastrophe. Nous sommes ici devant, vous avez le boulevard Mundiba.
Imaginez qu'on n'ait pas pu construire le boulevard Mondiba aujourd'hui, ça serait une véritable catastrophe. Vous savez que de temps en temps, nous devons faire un inventaire de ce qu'on appelle le patrimoine des immeubles du pays. Aujourd'hui, en termes par exemple d'infrastructures, après que les Belges aient construit, ces stocks routiers, par exemple, c'est déprécié au fil de temps. Donc, à véritablement dire, il faut dire que du côté stock de route, nous étions pratiquement à $0 il y a une dizaine d'années. Donc, la route n'avait pas la valeur réelle. Voilà pourquoi il s'impose aujourd'hui qu'on puisse arriver à redonner à la route sa structure pour que la route fasse partie du patrimoine routier, pour que l'État ait un parc. La route, les bâtiments, les infrastructures, comme on les appelle, les immobilisations corporelles, c'est un véritable capital pour un pays. Ailleurs, ça se compte en milliards d'euros, 5 milliards d'euros, voilà les capitales, quand on met ensemble les aéroports, et pour rendre compte de la valeur du pays, on donne la valeur des infrastructures. Donc ces infrastructures, il faut leur donner de la valeur. Voilà pourquoi nos projets, c'est des projets qui visent à redonner à la route sa structure, à donner aux bâtiments, en vérité, leur véritable valeur. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Monsieur Médard Ilunga, vous êtes directeur de l'Agence congolaise de grands travaux. Nous, on aime définir les concepts. Définissez un peu pour cette population, ça veut dire quoi, grands travaux? Les grands travaux, c'est des travaux structurants. C'est des travaux qui visent la forte connectivité. Nous sommes dans un pays où les différents centres de production, les anciens centres de production, sont connectés difficilement. L'accessibilité dans les différentes provinces, aujourd'hui nous avons 25 provinces, l'accessibilité... L'interconnexion entre les provinces est quasiment impossible en RDC. Difficile. Donc on ne peut pas par exemple quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi par route. Non, aujourd'hui c'est possible. On peut y arriver, c'est possible. Aujourd'hui c'est possible. Pour aller à Lubumbashi par exemple. Vous prenez exactement la route nationale numéro 1. Aujourd'hui que le pont Luangue et le pont Louvois sont construits, les projets sont en train d'avancer et on avance même avec la modernisation pour aller, vous pouvez aller de Kinshasa, vous pouvez aller de Matadi jusqu'à Sakania. Là vous êtes sur la nationale numéro 1. Mais j'ai dit que l'accès est difficile. Nous avons 5 routes nationales, la route numéro 1, 2, 3, 4, 5, qui aujourd'hui, si on peut arriver à les réhabiliter, arriver à les moderniser, nous avons réalisé une véritable artère, une véritable ossature pour l'économie de notre pays. Avec la coopération sino-congolaise, on se pose la question, vraiment une question un peu terre à terre. Quand on part ailleurs, on voit aussi qu'il y a des Chinois qui travaillent. Mais en RDC, on se pose la question, mais c'est quel genre de Chinois qui travaillent en République démocratique du Congo? L'exemple palpable, c'est le boulevard du 30 juin. À moins de quelques années, il y a déjà affaissement au boulevard du 30 juin. Et par rapport au coût, on sait combien, on nous dit ça coûte combien par kilomètre et tout ça. Et on se pose la question, ce sont les mêmes Chinois qui travaillent en Angola ou les mêmes Chinois qui travaillent au Congo-Brazza? Est-ce qu'on respecte les normes quand on construit des routes en République démocratique du Congo? Où il y a vraiment magouille? Parce qu'on ne comprend rien. La détérioration est trop vite, est trop rapide. Ce sont les mêmes Chinois. Les Chinois, ils travaillent de la même manière. Les projets, on les gère de la même manière. Je dois vous dire ceci. Un projet, ça sévit. Le projet commence toujours, évidemment, par une identification. Là, il faut savoir définir est-ce que le projet vient pour répondre à un besoin. Ça, c'est le problème du maître d'ouvrage, du propriétaire, de l'État. L'État dit, j'ai besoin des projets. Et voilà. Alors, l'État négocie, l'État discute. Et aujourd'hui, dans le cadre du programme sino-congolais, l'État a pris contact avec un groupement d'entreprises. Ce sont des actionnaires. Ils sont venus avec 2 projets au même moment. D'État ou État privé? Ah non, c'est des groupements d'entreprises privées, mais d'entreprises, en fait, c'est des groupements. Il faut dire que c'est des groupements, mais d'entreprises publiques. C'est des projets d'entreprises publiques parce que CREC et Sino-Hydro sont des entreprises publiques de l'État congolais. Mais c'est... De l'État chinois. De l'État chinois. Ouais. Alors, ils sont venus avec un montage particulier. Nous vous amenons des infrastructures et vous nous donnez des concessions minières. Le fameux partenariat win-win. Voilà, win-win. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous devons d'abord considérer ça comme étant un véritable partenariat dans lequel on ne peut pas isoler les infrastructures du projet minier. Donc, quand on parle de coûts, on doit savoir relativiser. On doit savoir se dire, il y a un bailleur de fonds
il vous dit qu'il a un projet dont il fixe la rentabilité. Il veut qu'en même temps qu'il investit dans les mines, il puisse vous construire les infrastructures. Donc au départ, nous devons nous convenir que le mode de financement lui-même est un mode de financement dont il faut regarder globalement la rentabilité. Donc il ne faut pas isoler d'abord le coût de route par rapport au coût des mines. Aujourd'hui, quand vous allez à Kolwezi, vous avez l'occasion de rencontrer, de visiter l'usine la plus moderne du pays, s'agissant de la Sicomine. L'usine qui est appelée, n'est-ce pas, à sécuriser les remboursements de tout ce qui sera financé dans le cadre des infrastructures. Alors, maintenant, pour répondre à la question des coûts et de la qualité, je vous ai dit que le projet, ça sévit. Alors, lorsque l'État congolais a signé ce partenariat, au départ, c'était dans une opération d'urgence. Vous le savez, dans ce pays, les infrastructures ont été les plus urgentes à tout moment. Alors, dans un premier temps, il était prévu que des contrats, des conception-réalisation soient réalisés. Ça veut dire, les Chinois, avec leur expérience, ils viennent, ils font des premières études de faisabilité sur base desquelles on démarre les premiers projets. C'est comme ça qu'on a démarré les premiers projets dans le cadre du programme sino-congolais. On les a démarrés dans une phase d'urgence pour répondre aux besoins pressants du pays et particulièrement de la ville de Kinshasa. Voilà. Comme le boulevard du 30 juin, c'était un besoin pressant. Et c'est comme ça que, parlant du boulevard du 30 juin, on a recouru à des techniques modernes, mais qui permettent d'aller vite dans la mise en œuvre. Quoi, par exemple, on appelle ça la technique du sol-ciment. C'est un matériau particulier. On fait recours à un mélange. On prend un sol, on prend un gravier, on le mélange au ciment et on a des machines assez spécifiques, assez particulières qui vous permettent rapidement de constituer une couche. Comment expliquer d'un module de ce ciment? Maintenant, suivez-moi. D'abord, la fissuration sur le boulevard du 30 juin est un phénomène d'abord normal, un phénomène attendu. Donc ce n'est pas le fait d'un défaut. C'est un phénomène normal que vous avez vu sur quelques sections du boulevard du 30 juin. Eh bien, cette fissuration, jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons suivie. Nous avons vu qu'après 3 ans, elle a atteint sa stabilité. Donc, il n'y a plus d'inquiétude. Nous avons fait des carottages. Donc, nous avons sondé la route pour voir dans quel état était et si les fissures étaient allées en profondeur. Ces fissures sont apparentes. Donc, il n'y a pas de danger. Mais il va falloir, nous avons déjà prévu, après la réception, nous avions dit qu'il faut qu'on puisse procéder à la couverture. Il faut pouvoir recouvrir le boulevard du 30 juin d'une mince couche de revêtement pour pouvoir cacher les fissures pour éviter qu'il y ait des infiltrations dans le temps. Mais alors, vous faites allusion à un affaissement. L'affaissement qui se retrouve dans la section un peu plus proche d'ici, au niveau des Sosimates, en vérité, qu'est-ce qui se passe là? Le boulevard du 30 juin a vu la route, a vu les trottoirs, a vu l'éclairage public se réaliser. Ça, ce sont des équipements qui ont été faits et terminés. Mais le projet, qui s'est terminé en 2010, n'avait pas trouvé utile de pouvoir démolir la buse qui est enfouie à plus ou moins 2 mètres. Voilà, la buse qui canalise, qui fait transiter les eaux de la rivière Gombe. Cette buse est une buse métallique qui est placée là, voilà, plus de 70 ans, voilà. Elle est là, cette buse. Elle est là depuis plusieurs années. Alors, cette buse, elle est métallique, comme tout ouvrage métallique. Lorsque l'ouvrage reçoit des eaux agressives de pollution, des eaux polluées par exemple, des eaux sulfatées, cet ouvrage se corrode. Et lorsque le projet de la route s'est terminé en 2010, il n'y avait pas nécessité à ce qu'on puisse remplacer cet ouvrage, la buse. Elle fonctionnait normalement bien, surtout que une année auparavant, il y avait eu une intervention sur cette buse. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avions laissé l'ouvrage sous surveillance. Nous avons surveillé l'ouvrage et nous nous sommes rendus compte que cet ouvrage a atteint son état limite d'utilisation. Donc l'ouvrage ne peut pas être laissé, n'est-ce pas, au trafic dans son état. Et d'ailleurs, on a vu que dans les bandes extrêmes, il y a eu des affaissements. Nous avions prévu de pouvoir intervenir, remplacer maintenant l'ouvrage affaissé
qui, normalement, a atteint son niveau. En vérité, c'est un niveau de vieillissement normal. Donc, on ne peut même pas s'en inquiéter. Cet ouvrage a vécu, il a atteint son temps normal de vieillissement, il faut le remplacer. Là, vous parlez de quoi? De la Buse ou du boulevard? Non, là, je parle de la Buse. Mais que la Buse, la route, elle, pas de problème. Mais la Buse, quand vous avez construit le boulevard il y a 5-10 ans, la Buse était déjà en bon état. En bon état, mais son état de vieillissement était... Donc, dans le temps, imminent. Le vieillissement a été suivi dans le temps. En vérité, vous savez, lorsqu'on fait des interventions, on doit les prioriser. On doit savoir qu'est-ce qui est le plus utile. Le plus utile n'était pas de faire une route moderne en 2010, alors que le 30 juin, il y avait un grand défilé, et puis de créer un souci dans le trafic sur le boulevard du 30 juin. Nous restons dans le boulevard du 30 juin, M. Médard-Ilunga. Après la pluie à Kinshasa, vous voyez les images, ce qui se passe. Oui. Est-ce que vous avez tenu compte de ça? Puisqu'aujourd'hui, on se demande si la construction ou l'arrangement de ce boulevard ne cause pas de problème. Aujourd'hui, quand il pleut à Kinshasa, surtout sur le boulevard du 30 juin, c'est catastrophique. Pourquoi cela? Comment expliquez-vous que les eaux ne parviennent pas vraiment à... Très bonne question. Je vais vous assurer d'abord en vous disant que le fonctionnement d'une route dépend essentiellement du fonctionnement des caniveaux. Et dans le cas... commencer par les caniveaux aussi, c'est pas... Et généralement, on commence par le caniveau. Si vous pouvez bien revoir comment les travaux commencent, le plus souvent, dans les cas du programme sino-congolais, on commence toujours par les caniveaux. Et dans le cas du boulevard Lumumba, nous avons eu affaire à des caniveaux plus que dimensionnés, donc aux dimensions plus que suffisantes. C'est-à-dire quoi? Les caniveaux sont appelés à apporter la quantité d'eau qui viennent de la route et qui viennent parfois des artères avoisinantes. Mais vous n'allez pas dimensionner les caniveaux pour que toute une rivière vienne passer par exemple par là. C'est comme ça que ici nous parlons d'une buse, d'un dallo que nous allons construire sur la rivière Gombe. Donc les caniveaux ont été correctement dimensionnés. Et d'ailleurs, à la suite du projet, nous avons continuer la modernisation avec des caniveaux sur l'avenue Haut Commandement. Vous vous rappellerez qu'il y a eu des travaux, on a fait plus ou moins 1 kilomètre des caniveaux supplémentaires pour drainer les eaux du Haut Commandement vers la rivière Gombe. Alors, ce qui arrive, et c'est ce qui est malheureusement dommage, à chaque fois? Mais c'est justement le fait que les caniveaux ont perdu toute leur capacité, toute leur section. Aujourd'hui, à plusieurs endroits, les caniveaux sont bouchés. C'est plein de sable, c'est plein de bouteilles, c'est bouché. Et vous avez vu l'OVD faire des opérations de réparation, d'évacuation des déchets, mais c'est bien dommage. Donc la question d'exploitation pose un sérieux problème. Pas la construction, mais l'exploitation. C'est l'exploitation cette fois-là. C'est-à-dire, vous pouvez beau dimensionner, vous avez fait des efforts pour avoir une structure bien portante, des routes, comme le cas du boulevard du 30 juin, des couches de fondation très portantes, couches de base, parce que ce sont là, la route s'est fait de plusieurs couches. La route, en fait, c'est comme une maison. Hein. La maison, vous avez une fondation, vous avez l'ossature de la maison, et puis vous avez la toiture. C'est exactement ça, comme ça aussi, la route. Et donc la couche qu'on voit à la surface, c'est comme la toiture. C'est juste pour empêcher que l'eau n'entre dans la chaussée et résister notamment au trafic. Donc la qualité des travaux n'est pas remise en question? Irréprochable. La preuve, vous le savez, il y a des étapes dans la mise en œuvre. On travaille et puis, à un moment donné, on constate que les travaux sont terminés, on fait la réception technique, on fait la réception provisoire, et là, on lève des réserves. Et lorsqu'on formule des réserves pendant la réception, eh bien, on donne un temps, une année, avant de prononcer la réception définitive. Et à la réception définitive, on donne un certificat de réception. Et donc, on désengage l'entreprise de tout ce qui va se passer après. Ça, c'est 1 an après la fin des travaux? 1 an, non. C'est généralement, d'ailleurs, dans le cas, par exemple, du boulevard Lumumba et du boulevard du 30 juin, nous sommes allés largement au-delà d'1 an. En réalité, de manière contractuelle, c'est 1 an. Donc, vous faites la réception provisoire, vous laissez 1 an à charge de l'entreprise. À tout moment qu'il y a un défaut, c'est l'entreprise qui prend ça en charge. Et après 1 an, on procède à la réception définitive. Et là, vous octroyez le certificat de conformité. Et qui fait la réception définitive? C'est tout un collège
un regroupement des experts qui font la réception sur base des paramètres définis dans le contrat. Regroupement d'experts congolais, chinois, Non, experts étrangers. congolais, chinois, des bureaux. Vous savez, par exemple, dans le cadre du boulevard Lumumba, dans le cadre, par exemple, de Mondjiba ici, nous avons utilisé une mission de contrôle international. Ah, c'est pas les Chinois qui inspectent les Chinois. Non, les Chinois ne se sont pas contrôlés eux-mêmes. Rachel Kitsita. 26 provinces actuellement, par où allez-vous commencer? Quelle est votre vision, la vision de la CGT par rapport à la construction des routes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'on sait que ces provinces sont pour la plupart enclavées. Merci. Alors, vous savez, la CGT ne s'occupe pas que des routes. Ici, nous avons d'ailleurs parlé des routes, nous avons parlé d'un certain nombre de projets, une trentaine de projets, mais la CGT a déjà à son actif une trentaine de projets d'études. Vous savez, les communs des mortels aiment voir le projet dans sa mise en œuvre. On voit le projet en train de se réaliser, on le voit physiquement. Mais le projet commence toujours par la conception. Aujourd'hui, par exemple, si je vous dis que nous sommes en train de faire le projet de l'autoroute de l'aéroport, qui part de Sosimat, il longe Sergent Moquet, il va le long du fleuve vers l'aéroport. Il avait été abandonné, ce projet. Mais ce projet est en œuvre aujourd'hui. Donc, ce projet a été dans sa phase d'étude, déjà terminée. Aujourd'hui, on doit mobiliser le fonds et demain, ça va être la mise en œuvre. Donc, le projet ne commence pas que par la mise en œuvre. Il faut d'abord déjà voir le projet en amont. Cette année d'existence déjà, quand on parle grands travaux, c'est aussi la création d'emplois. Combien d'emplois avez-vous créé en République démocratique du Congo? Et qu'en est-il de la main-d'œuvre congolaise, puisqu'on vous accuse d'utiliser la main-d'œuvre étrangère, notamment chinoise, plutôt que de prendre les nationaux? Non, voilà. Déjà, beaucoup d'efforts ont été faits avec la CGT. Aujourd'hui, nous sommes une des rares structures au Congo où l'expertise congolaise est la plus forte. Aujourd'hui, vous avez des ingénieurs congolais qui font la conception de tout ce que vous voyez comme ouvrage à travers la ville. Vous passez sur le boulevard boulevard Lumumba, vous trouvez qu'il y a des passerelles qui sont montées, des meilleures passerelles qui ont été conçues par l'agence congolaise des grands travaux, les experts congolais. Et un peu partout. Je vous parle ici de l'autoroute de l'aéroport. Mais c'est une conception à 100% congolaise. Donc nous travaillons avec des Congolais et nous sommes en train de former, de transformer les Congolais, l'expertise congolaise. Et aujourd'hui, c'est une expertise qui va être même internationalisée. En une décennie, les Belges ont construit, par exemple, la commune de Matete, Lemba, vous le savez, Bandalungwa. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à ce que l'agence des grands travaux puisse créer une ville, par exemple, dans la périphérie de Kinshasa? Je crois que la CGT a pu vous exposer vers l'aéroport 10 maisons témoins. C'est des maisons en préfabriqué. Nous avons une usine qui est mise en œuvre à Kisangani aujourd'hui, en train de se terminer. C'est une usine pour construire des maisons préfabriquées. Donc la CGT est en train de finaliser l'étude de manière à ce que cette campagne puisse se généraliser à travers le pays. À ce moment-là, non seulement on peut disposer des logements à des coûts abordables en utilisant des matériaux locaux, mais aussi dans des délais le plus court possible. Donc nous sommes en train de travailler dans les logements de manière générale à travers le pays. Revenons un peu sur la question posée quant à la main-d'œuvre locale. C'est combien de Congolais par expatrié à la CGT? Voilà, non, à la CGT, il y a uniquement des Congolais. Mais la CGT travaille avec des entreprises chinoises. Et dans le cadre de la convention des collaborations, il était prévu normalement un rapport de 1 à 3. Aujourd'hui, c'est ce rapport? Ce rapport, et donc aujourd'hui, c'est même de 1 à 20. Donc vous avez quelques Chinois, généralement dans chaque chantier, mais les Congolais, il faut multiplier parfois par 20, par 30 en fonction de l'ampleur du projet. Au-delà de l'Office des routes, de l'OVD, du FONER, dont on va aussi parler dans l'émission, parce que vous travaillez avec eux, combien d'emplois, parce que c'est la question posée par Rachel, combien d'emplois créés depuis 2008? Non, je crois qu'aujourd'hui, je dois vous dire, vous savez que la CGT a construit l'hôpital du Cinquantenaire. Et vous savez, c'est que cet hôpital a pu apporter notamment un emploi, qui est de médecins
qui est des infirmiers. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un partenariat avec un privé indien. Vous avez des médecins indiens, mais vous avez des médecins congolais. Vous avez des infirmiers congolais. Donc, en termes d'emploi, et puis, le projet évolue. Donc, il n'est peut-être pas encore temps de pouvoir faire le bilan en ce qui concerne, par exemple, le personnel congolais engagé à l'hôpital du Cinquantenaire, mais il faut aller à terme pour voir combien on aura engagé. Mais de manière générale, je vous ai parlé ici de l'usine, par exemple, des préfabriqués à Kisangani. C'est une usine qui va fonctionner avec uniquement des Congolais. Les ingénieurs congolais, et on aura besoin de plus ou moins 200 personnes et qui vont être recrutées localement, qui seront formées par l'INPP et qui vont être opérationnels sur place. Mais déjà, dans tous les projets de route, je crois que c'est la main-d'œuvre locale congolaise. Et par moments, difficile à évaluer. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui construisent tous les ouvrages. Vous avez parfois 1, 2, 3 Chinois. Éric Ambago, Top Congo. Médard Yelunga, pourquoi vous construisez vos routes en désordre ? Ça veut dire... Vous avez commencé la route UPN-Mitendi, vous l'avez stoppée. Vous avez commencé Lumumba, ce n'est pas terminé. Vous construisez des passerelles. Le boulevard du 30 juin défoncé, il n'y a pas de remise officielle. Pourquoi ce désordre ? Non, moi je vais vous dire, nous fonctionnons dans un contexte très souvent où il y a beaucoup de pression des besoins. Et vous le savez, les moyens disponibles ne peuvent pas permettre aujourd'hui de répondre aux attentes de la population. Mais il faut budgétiser. C'est budgétisé. Je vais par exemple vous expliquer. Imaginez, nous sommes en train d'avancer sur Ipen Mitendi. En vérité, nous programmons d'avancer en phase. 7 km d'abord. Dès qu'on a fini 7 km, on continue encore 7 km. Mais nous constatons qu'il y a un besoin réel sur l'avenue Bypass. Et aujourd'hui, Bypass est une artère qu'il ne faut pas minimiser dans l'importance par rapport à son importance économique dans la capitale. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il faut hiérarchiser les priorités. Il ne faut pas continuer à aller vers Mitendi, il faut plutôt donner priorité à la route Bypass. Il y a un problème, on dirait, au niveau de la conception, au niveau des études apparemment, parce que en fait, vous êtes pris de court, même par la nature, par les travaux, vous êtes pris de court. Vous avez une mauvaise planification apparemment. Non, on n'est pas pris de court. La nature, là maintenant, peut-être il va falloir que nous puissions parler de ce que l'environnement apporte sur les infrastructures. Les occupations anarchiques, tout ce que les riverains viennent créer comme désordre. Et ça aussi, ça bouscule la planification. Vous savez, il n'est pas normal de construire des belles routes et de pouvoir les laisser. Non, voilà par exemple, je reviens sur le boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba, aujourd'hui, du point de vue des grosses œuvres, de tout ce qui est travaux importants, ce boulevard est complètement terminé. Il est terminé, mais on avait prévu de l'équiper davantage. L'équiper de quoi, par exemple ? Des aires de stationnement. Malheureusement, le boulevard Lumumba, c'était un financement du Trésor public qui, depuis 3 ans, a eu des difficultés pour poursuivre le financement du boulevard Lumumba. Mais du point de vue des grands travaux, du point de vue du gros œuvre des travaux portants, le boulevard Lumumba, on a terminé tous les ponts, 6 ponts importants qui ont été construits, et tout le reste s'est construit. Donc, aujourd'hui, la pression des besoins fait telle qu'on ne peut pas chercher à aller sous les artères principales. Alors il faut redimensionner vos prétentions. Non, disons, c'est bien dommage que nous puissions le dire comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, pour essayer de pallier aux difficultés de financement du Trésor public, nous nous lançons dans le projet de partenariat public-privé. Et aujourd'hui, l'agence, nous sommes en train de mobiliser de très grands projets dans le cadre de partenariat public-privé. Et là, l'État n'apporte pas un seul dollar dans ce projet. Mais lorsque vous parlez des routes, vous avez dit tout à l'heure, route irréprochable, impeccable. Vous allez à Saint-Doué, c'est terrible, il y a des nids de poules. Vous allez boulevard Triomphal, nid de poules, boulevard du 30 juin. Pourquoi vous dites c'est irréprochable? Voilà. Ce sont des routes qui n'ont pas été conçues selon les règles de l'art. Non, je vais vous dire, la conception, c'est une étape
dans la gestion du projet. Il y a la conception, vous dites, voilà, nous allons construire la route, voilà la formulation, nous allons avoir autant de couches pour que cette route tienne. Nous allons donner à la route telle et telle caractéristique. Ça, c'est une phase. La conception, bien faite, elle est impeccable. Et puis la mise en œuvre, également impeccable. Alors maintenant, le projet est mis en service. C'est l'exploitation qui commence. Et c'est là que les bas blessent, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est à l'exploitation que vous voyez qu'au lieu que les caniveaux fonctionnent, les caniveaux cessent de fonctionner. Au lieu que la route soit propre, eh bien la route, vous trouvez sur la route du sable, vous trouvez sur la route du gravier, eh bien vous trouvez... À qui la faute? Mais c'est pas à celui qui a construit la route. Celui qui a construit la route, nous Ça devait être une chaîne. Celui qui construit la route est pris en charge par l'autorité publique. Naturellement. Je crois que c'est là qu'il faut parler de l'engagement commun que nous avons, nous tous, usagers, entreprises, tout le monde. C'est un engagement commun que nous devons prendre pour protéger la route. Parce que ce qui arrive sur la route, ce qui fait dégrader la route de manière précoce, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la mise en œuvre, ce n'est pas la formation, ce n'est pas la conception, mais c'est plutôt la mauvaise utilisation. Imaginez, vous avez un véhicule neuf, mais si ce véhicule neuf, vous ne l'entretenez pas, si ce véhicule neuf, vous commencez à l'exploiter, vous l'amenez sur un relief montagneux, vous le jetez, ce véhicule, même s'il avait une durée de vie de 5 ans, eh bien, il va réduire sa durée de vie. C'est le cas que nous déplorons. Vous construisez les routes, mais vous n'avez pas les moyens de les entretenir aussi. Non. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être tentés d'insérer le coût de maintenance dans le contrat lui-même au départ. Parce que qui n'existait pas. Non, le contrat existe toujours. Tout le projet commence par des contrats. Et tout le projet aujourd'hui commence par des études. Et donc, nous voulons maintenant intégrer le coût de la maintenance dans les travaux de construction. Ce qu'on ne faisait pas et ce qui n'est pas normal en vérité. Faire le travail du FONER, de l'Office des routes ou de l'OVD à leur place. Non, simplement, nous voulons que le projet puisse prendre en charge toutes ces questions pour éviter qu'après exploitation, et très souvent ce qui arrive, c'est qu'on revient sur les mêmes entreprises. On revient sur les entreprises chinoises. Non, voilà, nous avons un problème sur Mondiba, venez réparer. 5 ans, 6 ans après, ces entreprises sont totalement désengagées. Elles n'ont aucune responsabilité. Donc, aujourd'hui, la question principale, c'est la question qui concerne toute la communauté. Toute la communauté, les riverains, tout le monde. Donc, c'est un engagement que nous devons prendre pour des pratiques citoyennes. Médard Elunga, revenons maintenant sur l'aspect financier. Me référant à l'annexe 6 du rapport de l'ITIE de 2010, il est bien établi que plus de 500 millions de dollars américains ont été débloqués par la partie chinoise. Et on a listé un certain nombre de travaux, environ 13. Et dans ces travaux... selon les études, le coût est surestimé. On parle de surfacturation des travaux. Je donne un exemple. Lutendele, 4,5 km. C'est 2,5 km, mais c'est une vingtaine de millions de dollars dépensés. Pour quelle raison? Ok. Je crois que je vous ai d'abord dit de ne pas du tout déconnecter le projet minier avec le projet d'infrastructure. Ça, c'est d'abord une bonne lecture qu'il faudra faire désormais. Ça veut dire, le programme que nous avons, le programme sino-congolais, est un programme dualiste. Il ne faut pas dissocier le projet minier du projet d'infrastructure. C'est un même investisseur, un même actionnaire qui dit « j'apporte autant, je voudrais être rentable sur l'ensemble ». Mais il sait qu'il doit attendre, en ce qui concerne l'exploitation minière, il doit attendre, donc il met son argent pour la construction des routes. Effectivement, et la particularité c'est laquelle? C'est que dans beaucoup de projets, qu'est-ce qu'on fait? Vous commencez les travaux et puis le financement commence à suivre. Mais dans le cas du programme sino-congolais, les premiers projets en 2009 ont commencé par 100% de préfinancement. Donc, quel risque les Chinois ont pris en préfinançant d'abord les travaux? Donc, j'insiste en disant qu'il y a une lecture à faire, correcte à faire, qui doit permettre de mettre ensemble les infrastructures minières ensemble avec les infrastructures routières. Donc la surfacturation est normale? Non. Écoutez, maintenant je vais revenir sur ce que vous appelez la surfacturation. Vous savez, et là aussi j'aime toujours dire par rapport à quelle comparaison? Quel est le standard que vous pouvez m'opposer en disant qu'il y a eu surfacturation? La tendance, malheureusement, dans notre pays, c'est de dire
que les routes coûtent, donc 1 km de route coûte $1 million. On a coutume de dire ça, mais la route n'est jamais unique. La route ne sera jamais unique parce que chaque route est un cas particulier. Imaginez, je vais vous donner des cas, je vais vous donner des chiffres. Une route Washington, qu'on appelle la Skyway Washington de Chicago, c'est 12,5 km. Elle a coûté 1,83 milliard de dollars. Ramené au kilomètre, vous avez plus ou moins 660 millions de dollars au kilomètre. Mais c'est le gouvernement qui a fixé ce prix plancher. Non, imaginez, si j'ai mes limites, à vous donner un chiffre comme ça, est-ce que ça vous permet de bien comprendre le coût, de comparer ce coût? Donc vous justifiez les coûts élevés des travaux? Non, je veux simplement dire que la route n'est pas unique. Chaque route est un cas particulier. Donc quand vous dites le Tondélé, 22 millions de dollars, c'est normal? Non, quand j'ai dit par exemple le Tondélé, plus ou moins 4 millions au kilomètre, quand j'ai dit ça, j'ai dit que ce n'est pas normal, parce que j'ai dit qu'il faut que je puisse ajouter des précisions. Sur le Tondélé, vous avez le pont sur la rivière Mayambinza, un pont 57 mètres de portée. Ce pont a un coût, mais si je vous donne le coût au kilomètre, sans pouvoir vous dire qu'il y a un pont qui est construit sur cette route, eh bien, vous pouvez tirer des conclusions. Et ce pont-là peut faire en sorte que la route de 2,5 km puisse coûter 22 millions de dollars américains? Non, écoutez, nous avons fait des études, et je peux vous donner vraiment un éventail de prises unitaires. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à vos études? Parce que finalement, on a l'impression que vous êtes à côté. Non, sauf qu'il faut rentrer dans chaque projet. Avec l'État, nous sommes sur le boulevard le boulevard Lumumba. Eh bien, le boulevard Lumumba, nous sommes à 2 millions de dollars au kilomètre. Un exploit, parce que là, en plus, nous avons 6 grands ponts. Nous avons le pont que vous connaissez, le grand pont moderne pour 100 ans, construit 2 millions de dollars au kilomètre. Mais alors, et là, en plus, je dois vous dire, quand on dit autant de millions au kilomètre, il faut savoir c'est quelle largeur de route. C'est quelle structure des routes. La route, si vous me donnez 1 million de dollars aujourd'hui, je peux vous construire une route. Vous me dites, faites-moi un kilomètre, je vous ferai. Vous m'en donnez 600 000, je vous ferai aussi 1 kilomètre de route. Mais la route, elle n'est pas unique. La route, c'est d'abord la structure elle-même de la route. Vous me dites, par exemple, non, voilà, une maison de 2000 mètres carrés. Mais toutes les maisons de mètres carrés ne sont pas comparables. Il y a des maisons qui sont sur un relief dur, un relief compliqué, et qui font qu'avec 2000 mètres carrés, vous avez des structures totalement différentes. C'est le cas de la route. Vous avez des fondations différentes. Sur Mondiba, ici, entre Sosimat et pont d'Agamascode, on n'a pas la même structure de route. Entre le pont et Kitambo, c'est pas la même structure de route. Ça veut dire que le coût... Donc il y a quand même une opacité dans ce que vous expliquez. C'est pas l'opacité. Vous êtes en train de mettre les gens dans la confusion. Non, c'est pas l'opacité. Vous êtes ingénieur, les gens sont confondus, ils ne pourront pas s'expliquer. La route, le sol lui-même n'est pas unique. C'est le cas, par exemple, quand je vous dis qu'entre les deux sections, les deux tronçons, ce n'est pas la même chose, c'est parce que le sol lui-même des fondations n'est pas le même. Sur le premier tronçon ici, nous avons dû aller faire des fouilles au-delà de 2 mètres même. Donc vous voyez que la route n'est pas unique. La route dépend de la fondation, du type de fondation, la route dépend de la couche de bas, de son épaisseur, et là aussi c'est des multitudes de formulations qu'on peut faire. Et donc, aujourd'hui, vous me dites, nous allons par exemple sur poids lourd. Le poids lourd, c'est une structure différente du boulevard du 30 juin. Le coût sur le poids lourd, il est élevé par rapport au coût sur le boulevard, par exemple, Lumumba. Il était de combien sur poids lourd? Sur poids lourd, et là, j'aime ramener à ce qui est comparable, il est au-delà de 2,5 millions. Alors, pour éviter la confusion entretenue par le spécialiste que vous êtes, au profane que nous sommes, comme l'a dit Eric, moi je voudrais qu'on parte en termes de comparaison. On a parlé de la République démocratique du Congo, parlons des pays voisins. L'Angola, c'est quel coût? Le Congo-Brazzaville, c'est quel coût? Le Brésil aussi, parce que c'est à peu près le même climat, c'est à peu près la même structure de sol. Ils sont plus chers ou moins chers que vous? Non, je crois que la discussion c'est un débat international. Vous savez, nous avons l'occasion de pouvoir faire beaucoup de comparaisons avec beaucoup d'audits. Les audits européens, nous avons des éléments de prix que nous pouvons vous donner sur, par exemple, les coûts de route, par exemple, en Russie. À Moscou, les kilomètres de route
57 millions de dollars. Non, comparons un peu avec des pays qui ont le même climat. Je viens pour vous dire que les débats étaient un débat international. Au Canada, si vous lisez les grandes publications, on revient sur ces débats. Dans le même pays, dans les différentes provinces, ce ne sont pas les mêmes prix. Alors, nous revenons en Afrique. Vous vous rappelez, je me rappelle qu'il y a une structure qui avait qui avait fait une comparaison en parlant d'une route, la route entre Pointe-Noire et Brazzaville. Eh bien, cette route, une belle route, c'est une route de plus de 2 millions d'euros au kilomètre. Et donc, moi, ça ne me surprend pas d'avoir des prix de l'ordre de 1,2 million au Congo ici. Sur la route, nous avons fait la CGT, la route Beni-Luna. Ben, c'est une route qui nous a coûté 1,2 million les kilomètres. Nous sommes sur la route Likasi-Kolwezi, 600 000 $ les kilomètres. Donc, c'est pour vous dire que la route n'est pas unique. Nous sommes au pays, regardez la variété de prix. Vous allez à l'Équateur, la difficulté due à la présence des bons matériaux, eh bien, la route vous impose des contraintes. Il faut aller chercher des matériaux plus loin pour venir arranger la route. Donc, la route ne sera jamais unique. La route, chaque cas nécessite d'être regardé. Et donc, nous avons fait des publications pour vous montrer comment on peut apprécier le coût d'une route. Rien que je prends une route. Je fais une route et 100 caniveaux, par exemple. Cela peut être arrivé. Et vous dites, non, nous allons comparer le prix de deux routes, une route sans caniveau et une autre avec caniveau. Déjà, le caniveau, à eux-mêmes, l'assainissement, généralement, peut prendre 10 à 30% du coût des travaux. 10 à 30%. Alors, je peux facilement faire une route sans caniveau. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, quand vous circulez, vous avez parfois des difficultés pour identifier où sont les caniveaux. N'est-ce pas ? C'est même la difficulté parfois pour réparer certaines routes. Parce que les caniveaux sont à peine visibles. Mais les caniveaux, l'assainissement, comme sur le boulevard Lumumba, 30% du coût des travaux. Et c'est pour dire qu'on veut des routes durables, qui durent longtemps. Malheureusement, s'il y a des problèmes liés à l'exploitation, c'est autre chose. Donc le coût des routes, j'insiste encore, chaque route mérite d'être regardée. C'est cas par cas, il faut analyser. Voilà, donc il n'y a pas un standard unique. Paulette Kibuntu. Monsieur Médard Ilunga, nous parlons un peu de routes secondaires. Les Kinois se plaignent. Vous avez dit, vous avez mis l'accent beaucoup plus sur les boulevards. Boulevard du 30 juin, Bijou, boulevard Lumumba, Bijou. Mais les routes secondaires à Kinshasa posent problème. Et pourtant, ça pourrait désengorger la circulation. Vous voyez les embouteillages à Kinshasa, la capitale. Alors pourquoi avoir mis l'accent sur les grandes artères et négliger un tout petit peu les routes secondaires ? Vous avez pleinement raison. À Kinshasa, les routes secondaires et les routes tertiaires ont encore beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a déjà eu des efforts dans certains quartiers où les routes secondaires ont été réhabilitées. C'est même une question difficile lorsque nous devons travailler sur les principales routes. Vous savez, lorsque nous avons travaillé, que ce soit sur le boulevard du 30 juin ou Mondjiba, pour arriver à construire, à travailler là où il y a en même temps le trafic, c'est très très difficile. Et parfois même le problème de la qualité est lié aussi au comportement des usagers qui sont pressés. Pendant que vous êtes en train de construire, il veut passer. Et il est arrivé plusieurs fois qu'on monte sur le béton bitumineux frais. On vient, on monte là-dessus et ça porte atteinte à la qualité. Donc vous avez parfaitement raison lorsque vous soulevez la question des artères secondaires. Mais toute la question, qu'est-ce qu'il faut prioriser ? Voilà, les priorités, vous l'avez dit. Les routes de dessert agricole, pour qu'un pays soit développé, surtout chez nous en Afrique, ce sont les routes de dessert agricole. Est-ce que c'est une priorité pour vous ou quels sont les critères que vous choisissez, vous, à l'AGCT par rapport aux provinces ? Quelle route priorisez-vous pour les desserts agricoles, par exemple ? Non, je crois que là, vous êtes dans un secteur... le Katanga, l'ex-Grand Katanga, la province orientale, mais mettons l'accent sur le Grand Bandundu et le Grand Équateur. On a l'impression que ce sont des provinces négligées. Non, il y a déjà, nous, à CGT, nous avons des projets dans toutes ces provinces. Donc, il n'y a aucune province qui est vraiment négligée. Aucune. Dans tous les cas, nous devons savoir qu'il y a un problème de priorisation dans les interventions. Je vous ai, par exemple, dit que nous avons 5 routes principales, 5 routes nationales importantes qui méritent l'attention, telles que si les 5 routes principales
sont totalement accessibles, nous avons une ossature. Donc, les questions liées aux recettes agricoles, je peux vous donner des informations qui peuvent peut-être vous déranger. Regardez, allez sur la route des Kikwit. Quelle activité vous trouvez sur la route des Kikwit aujourd'hui? C'est une route morte. Pas d'activité. Donc ça tue la route. Quand il n'y a pas d'activité, la route meurt, en fait. C'est une route qui est là. Malheureusement, on ne voit pas les effets retour. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour qu'il y ait la route et que la route vienne avec le développement. Donc la route pour le développement. Nous avons besoin des routes pour le développement. Ça, c'était la première question que je vous ai posée. Est-ce qu'on construit une route par rapport aux concentrations de population ou par rapport à l'utilité de cette route? En vérité, la route a toujours d'abord un rôle social. Ça, c'est d'abord aussi un élément, au-delà du rôle purement économique. La route a un rôle social. Et puis, généralement, la route permet d'induire un trafic, une activité, même de créer une activité. Donc, il suffit qu'on constate qu'il y a amélioration d'accessibilité, l'activité peut naître. Donc, ce sont des effets induits, des effets que la route peut provoquer. Rachel Kitsita. De l'avis de l'expert que vous êtes, on sait que la République démocratique du Congo est un grand chantier. Il faut combien d'années pour moderniser le pays en termes de réseau routier? Merci de la question. Je vais peut-être compléter, vous parliez de 12 000 km de route, excusez-moi Rachel. À quand est-ce que l'on va atteindre le niveau qui était le nôtre à l'indépendance? Mais là, vous me posez une bonne question. Vous savez, je vais vous dire, toute la période coloniale n'a produit que près de 2000 km de routes revêtues. Toute la période coloniale, plus de 80 ans. Si vous faites un petit rapport, vous réalisez que c'est moins de 25 km à peu près, comme ça, par an. Or, quand nous regardons les performances qu'on peut relever sur quelques années aujourd'hui, nous sommes largement au-delà de cette vitesse. Donc, nous sommes largement au-delà des 60-80 km par an. Donc, c'est pour dire que si nous voulons aujourd'hui imaginer que nous cherchons à aller plus loin dans nos projets, nous disons, nous avons, par exemple, nous prenons nos 5 routes nationales. Et si nous voulons les revêtir, écoutez, il faut trouver d'abord le moyen qu'il faut, mais en même temps, dites-vous bien que aller à un rythme de 100 km de route par an, c'est déjà un exploit. Combien d'années pour on a estimé à un moment donné en disant que si nous allons à la vitesse qu'on a eu à un moment donné avant, eh bien, il faut une centaine d'années. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous développons le partenariat public-privé. Une centaine d'années. Une centaine d'années, plus d'une centaine d'années, si nous voulons aller à la vitesse faible. Parce que le Congo, c'est 2 345 000 km². Et si nous voulons moderniser toutes les artères du Congo, eh bien, vous avez là. Ça veut dire que si je vous comprends bien, la révolution de la modernité, c'est de la poudre aux yeux des Congolais. Mais je vous dis ici que c'est pour cela que nous sommes en train d'entrer dans les différents montages pour accélérer. Et c'est comme ça que je vous dis aussi que depuis 2000, l'accélération dans les infrastructures est remarquable. Parce que je vous dis que la période coloniale n'a fait que 25 km par an. Mais après 2000, nous avons sensiblement accéléré la production des routes revêtues. Une toute petite question. La tutelle de la CGT. La tutelle, c'est le ministère des ITP. À la présidence de la République. Ah non, nous, on est sous tutelle du ministère des ITP. Okay. Et vous savez que c'est le maître d'ouvrage du gouvernement qui, normalement, a la charge de toutes les infrastructures du pays. Éric Ambago. Mais Darié Lunga, est-ce que la convention de collaboration Chine-RDC n'a pas montré ses limites? Non, moi je crois qu'il faut plutôt les limites, je ne dirais pas, mais j'ai dit simplement. Vous allez maintenant dans de nouvelles conventions, partenariats public-privé, donc ça veut dire qu'il faut aller à gauche pour chercher de l'argent. Vous savez, au départ, ce partenariat a été très intéressant parce qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Il ne l'est plus. Au départ, c'était 9 milliards, vous le savez. On est tombé à 6 milliards. Des 6 milliards, on est tombé à 3 milliards. Et les infrastructures n'ont plus que 1 milliard. Donc c'est pour dire que si nous étions sensiblement unis, et là je parle dans l'ensemble unis, congolais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la vision congolaise, nous tous,
tels que nous sommes, nous tous tels que nous sommes, si nous étions unis autour de ce programme, nous serions très avancés. Et aujourd'hui, doit-on être unis autour d'un programme ou c'est le gouvernement qui réalise un programme? Non, je veux seulement dire, vous savez qu'il y a eu par moment un peu un ralentissement vous savez, les Chinois souvent observent. Il y a eu par exemple la guerre à un moment donné. La guerre à l'Est a fait bloquer le déroulement du programme sino-congolais. Vous savez que nous avons des projets à l'Est, mais chaque fois qu'il y a des problèmes d'instabilité, les bailleurs de fonds de ce côté se rétractent. Donc les Chinois, ils sont aussi sensibles au même titre que tous les bailleurs de fonds. Donc voilà pourquoi il faut tout conjuguer, il faut la synergie de toutes les intelligences pour aller au-delà du financement du trésor public, aller même au-delà du programme sino-congolais, qui aujourd'hui pour moi est un des meilleurs programmes aujourd'hui. Donc la polémique par exemple autour des bailleurs traditionnels a eu raison de ce contrat Chine-RDC? Non, mais moi j'aimerais pas. Moi aujourd'hui j'ai dit qu'on est pour la synergie. J'aimerais que tous les programmes conjuguent les efforts, que la Banque mondiale, de son côté, aille dans les grands projets. La BAD, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons la Chine qui a donné des ouvrages importants, les stades de martyrs, vous avez le palais du peuple. Donc la Chine, c'est vrai, a peut-être l'avantage d'avoir marqué davantage dans notre pays, l'avantage d'avoir beaucoup marqué dans notre pays. Mais il faut aller plus loin. Mais il faut aller plus loin. Mais aujourd'hui, la CGT, par exemple, c'est une entreprise publique. On appelle, il y a une stratégie économique qu'on appelle aujourd'hui les emprunts obligataires. Pourquoi la CGT ne ferait pas ces emprunts obligataires? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des fonds qui existent et il suffit de montrer les projets que l'on a et la rentabilité pour que l'on puisse réaliser cet emprunt obligataire. Pourquoi la CGT? Vous n'êtes pas performant? Non, on est très performant. Et aujourd'hui, peut-être que je ne vous ai pas déroulé tous les projets. Nous avons par exemple réussi à mobiliser le projet Kasomeno Kasenga Tchalwe. Eh bien, c'est un projet de plus de 230 millions de dollars. Et là, ce n'est pas un financement chinois, ce n'est pas un financement de l'État congolais. Vous avez reçu sur le plan international? Non, c'est privé. Donc en fait, vous amenez les privés à s'intéresser parce que vous avez fait des études, vous avez prouvé qu'il y a une rentabilité. La CGT, nous allons bientôt intervenir, vous allez voir, sur Banounou. Nous avons un projet de 10 millions de dollars avec des privés. Nous avons autant de projets que nous sommes en train de lancer. Nous avons le projet vers la périphérique sud-est. Ça va être un projet très intéressant, mais simplement aujourd'hui, il faut restructurer la façon de penser, la façon de voir le projet. Et par rapport à notre pays, les défis sont énormes. Il faut s'ingénier. À vous entendre, apparemment, Congo émergent, c'est pas possible 2030. Mais écoutez, avec le rythme, le financement qui est faible, Congo émergent avec des infrastructures routières et immobilières, c'est pas évident. Je vais vous dire, aujourd'hui, lorsqu'on parle du barrage d'Inga, vous ne voyez pas ce que ça fait comme pas en un rien de temps, c'est un pas énorme. Il y a autant de projets, des projets dans les aéroports. On n'a pas parlé de cela. Donc nous sommes en train d'étudier. Le plus important, comme je vous ai dit, il faut comprendre que le projet, pour un pays comme le Congo, c'est un défi majeur. Il faut avoir une expertise il faut mettre en amont tous les efforts dans la conception pour que le projet, à tout moment, vous l'avez dit ici, que vous ayez l'occasion de les présenter pour avoir un financement. Et nous, aujourd'hui, à la CGT, c'est une de nos capacités. Nous sommes assez capables, n'est-ce pas, dans l'ingéniosité. Nous nous ingénions dans la conception pour que nous ayons le plus d'études possibles dans les aéroports, dans les chemins de fer. Et là, c'est des projets aussi intéressants. Aujourd'hui, on demande un audit, l'ASADO demande un audit, après tout ce qui est constaté, les travaux qui ne sont pas bien faits, ne sont pas faits selon les règles de l'art, on demande un audit. Vous êtes prêt à un audit aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ça me fait se marier. J'ai dit ceci, que les audits, d'abord, nous-mêmes, nous en faisons. Nous sommes assez rigoureux. Vous ne pouvez pas faire un audit vous-même, il faut... Non, écoutez, d'abord, chacun est responsable là où il est. Chacun doit répondre à sa responsabilité. Dans tous les travaux de construction, il n'y a pas d'exonération des responsabilités. Si la CGT se reproche pour n'avoir pas assuré, par exemple, le contrôle des travaux à une étape donnée, la CGT doit répondre. S'il y a un problème de conception
lié quelque part qui a généré des défauts, des désordres dans un ouvrage, eh bien, celui qui a conçu doit répondre. Donc, dans le programme sino-congolais, il n'y a pas d'exonération des responsabilités. Mais pourquoi vous dites que les travaux de Lumumba, du boulevard du 30 juin, vous êtes innocents, c'est la nature? Pourquoi vous ne voulez pas endosser la responsabilité? Non, mais parce que nous avons des images à vous présenter sur les dégradations qui sont l'œuvre de la mauvaise exploitation, l'œuvre du comportement. Nous avons des images à vous montrer. Ah non, il n'y a aucun ouvrage. Et ça, je vous dis, aucun défaut de conception. Ça, j'affirme. Et la mise en œuvre, d'abord la mise en œuvre, je dois vous dire, il faut savoir relativiser. Dans tous les projets, dans tous les travaux, la mise en œuvre a ses caprices. Vous savez, moi j'ai dit toujours, nous on nous a appris que 1 plus 1 est égal à peu près à 2. 1 plus 1 n'est pas absolument égal à 2. Ça veut dire que entre la mise en œuvre et la conception, il y a toujours un petit hiatus. Ce n'est pas toujours la même chose. Mais la conception, c'est la conception. Nous sommes rigoureux sur toutes ces questions. Et nous les encadrons. Mais aujourd'hui, je vous dis, il y a des ponts qui tombent dans le pays suite au fait que ce sont des surcharges. Le pont est conçu pour 60 tonnes et voilà, on y amène sur même des 120 tonnes. C'est des cas qui sont arrivés. Les routes meurent parce que les caniveaux sont totalement bouchés. Or, vous savez, l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. L'eau, qu'elle soit dans le corps de la chaussée ou qu'elle ruisselle sur la route. C'est l'ennemi numéro 1. Passez sur les routes de Kinshasa. Ce matin déjà, je voyais. C'est de l'eau qui ruisselle, qui coule sur la route. Or, une eau qui coule sur la route, vous n'imaginez pas les dégâts que ça produit. Donc, on peut vous faire les meilleures routes du monde, mais si le comportement ne s'adapte pas, eh bien, on est en train de perdre des ressources. Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci à Rachel Kitsita de Numérica Télévision ainsi qu'à Paulette Kimuntu de Congo Web pour avoir participé à cette émission. Alors, Monsieur Médard Ilunga, on a beaucoup parlé du contrat chinois. Vous avez dit que vous cherchez d'autres alternatives. Je voudrais quelques instants, pour terminer, qu'on s'arrête sur ces contrats chinois. Échange infrastructure contre exploitation minière. Ce contrat a 20 ans. Est-il envisageable qu'au bout de 20 ans, les Chinois aient pris les matériaux dont ils avaient besoin et que nous avions eu entre-temps des routes qui ne seraient plus en état? Non, moi je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que ce contrat se limite dans ce délai. Aujourd'hui, nous avons plutôt besoin que ce contrat devienne encore beaucoup plus utile à la nation parce que grâce à ce contrat, vous voyez, il y a des infrastructures modernes et moi je suis heureux de voir que la Sicomine aujourd'hui c'est la meilleure usine que le Congo aura eu moderne et je suis rassuré à ce moment-là que de son bon fonctionnement va, n'est-ce pas, être la prospérité du programme sino-congolais. Et donc, au-delà de ce que nous attendons, 1 milliard dans les infrastructures, je suis maintenant convaincu que nous allons aller largement au-delà dans le programme sino-congolais. Oui, mais nous sommes à, vous dites 3 milliards, 1 milliard dans les infrastructures. 2008, c'était il y a 8 ans, il reste 12 ans. Vous avez parlé de 747 millions. Il ne reste plus que 253 millions de dollars pour les infrastructures. 250 millions sur 12 ans avec l'état des routes actuelles, avec ce qui reste encore à faire. Avec ce qui reste à faire. La Sicomine qui est en train de se mettre en marche et avec le projet de Boussanga qui va trouver des solutions, je crois que la Sicomine aura suffisamment d'énergie et aura une bonne exploitation. Pour continuer de financer les infrastructures. En fait, c'est ça l'espoir du programme sino-congolais, c'est que la Sicomine puisse fonctionner normalement, puisse être rassurée de pouvoir récupérer son investissement. Et à ce moment-là, il garantira autant d'années. Il pourra garantir autant d'années. Aujourd'hui, nous avons des entreprises parmi les meilleures au monde qui travaillent chez nous au Congo. Nous devons capitaliser cela. Nous devons faire que ces entreprises, aujourd'hui on les retrouve, ils sont à Kikwit, ils sont à Idiofa, ils sont à Gemena, ces entreprises sont un peu partout dans le pays. Nous avons plutôt intérêt à les garder le plus longtemps possible pour nous aider à construire notre pays. Vous avez parlé, ce sera ma dernière question, de visibilité. Il y a un souci, il y a une volonté de visibilité dans ces travaux. Alors moi, ma question est la suivante, visibilité du politique,
mais nécessité, c'est plutôt économique. Entre la volonté politique de montrer ce qu'on fait et la nécessité économique de réaliser un développement, qu'est-ce qui prime? Bon voilà, tout projet doit normalement répondre à un certain nombre de facteurs. Il y a toujours d'abord la cohérence du projet. Est-ce que le projet, il est cohérent? Est-ce que le projet est réellement nécessaire dans le contexte? Tout projet doit d'abord être pertinent. Est-ce que le projet vient résoudre un problème? Est-ce que aujourd'hui, le boulevard du 30 juin est venu résoudre un problème? C'est une question. Je crois que la réponse est évidente. Et tout projet doit être efficient, c'est-à-dire, et là ça rejoint la question telle que vous la posez. Vous niez l'existence d'éléphants blancs. Ah non, non. Mais on peut aussi, par souci de donneurs politiques, construire des choses qui ne sont pas utiles. Non, heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas un seul projet qui n'a pas d'impact, un seul projet qui ressemblerait à un éléphant blanc. Il n'y en a pas un seul. Entre visibilité et nécessité, qu'est-ce qui prime? Non, ça dit que le projet, c'est tout ça. C'est aussi l'utilité, je l'ai dit. Donc, le projet doit venir pour répondre à des problèmes. C'est aussi l'utilité ou c'est d'abord l'utilité? Non. Le projet, c'est un tout. Donc, c'est la pertinence, c'est la cohérence. Il doit être cohérent, le projet. Le projet doit être efficient, parce que vous ne l'avez pas, le contribuable congolais a besoin de savoir que ces ressources sont bien utilisées. Le projet, c'est aussi l'efficacité. Il y a des objectifs, vous devez les atteindre. Et puis le projet, c'est la visibilité, c'est l'impact. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de projet. Il ne faut pas qu'il y ait un seul élément sans les autres. Donc le projet vise toutes ces questions. Monsieur Médard Ilunga, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'avais dit dernière question, j'ai encore envie d'en ajouter la moitié d'une. Quels sont les prochains grands projets de la CGT, visibles et utiles? Je vous ai cité des projets qui vont apporter une très grande visibilité ici à Kinshasa. C'est le projet de l'autoroute de l'aéroport. Qui sera terminé quand? Et c'est des projets de longue haleine, parce que c'est des projets dans lesquels nous travaillons avec des partenaires privés. Nous en avons déjà mobilisé 12. Nous avons un projet qui sera terminé quand, ce projet Non, moi je vous dis que c'est des projets pour lesquels nous planifions 3 ans de travaux. Ça veut donc dire qu'il va d'abord falloir que nous puissions boucler la première étape avec le partenaire privé. Nous avons des projets sur la périphérique sud-est. C'est des projets tout aussi importants. Toujours à Kinshasa? Nous sommes à Kinshasa. Et à l'intérieur du pays? Nous avons, par exemple, à l'intérieur du pays, nous commençons le projet Boma-Matadi, Boma-Mwanda, un projet tout aussi important. Nous sommes en train d'aller vite avec le projet Boma-Matadi. Nous avons le projet de la route Idiofa, de Kikwiti-Idiofa. Et là, je crois que nous allons rapidement aussi commencer. Ce qui va faire plaisir à tous les ressortissants du Kwilu qui nous écoutent. Voilà, qui nous écoutent. Nous avons ce projet qui va rapidement commencer. Nous avons des projets dans les domaines immobiliers. Je vous ai dit que nous avons à Kisangani une usine, mais nous avons besoin d'aller dans le partenariat immobilier. Donc nous avons 2 projets. En ce moment où je vous parle, nous avons une équipe d'études à pied d'œuvre sur l'axe Kolwezi-Solwezi, vers la frontière zambienne, vers la frontière angolaise. Et donc, zambienne, je veux dire. Et donc, voilà encore beaucoup d'autres projets. Nous avons beaucoup de projets d'études. Et j'aime beaucoup plus qu'on s'appuie sur cette question d'études. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est le passage obligé pour produire des grands travaux. Les grands travaux, c'est des travaux qui ont un impact. C'est des travaux d'une réelle visibilité. Et c'est des travaux qui doivent passer absolument par des études. Donc ça, aujourd'hui, c'est une des contributions que l'agence apporte, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Merci à Mikalou Sala et à Didi Binsika qui ont permis la réalisation de la version télévision de ce Top Press. Merci à Amina Mouchegera et à Patricia Zinga pour la production. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera un Top Press à partir de Washington, aux États-Unis, où va se tenir les assemblées générales Fonds monétaire et Banque mondiale. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Merci de nous suivre sur nos télévisions partenaires. Le Top Press avec Christian Loussakweno.